Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village, une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour Claude. Alors, on va parler aujourd'hui d'un très joli papillon de nos montagnes, l'Alexanor. Voilà, l'Alexanor, un superbe papillon qui est quand même rare, qui est protégé au niveau national. Cet Alexanor, c'est un papillon magnifique, il fait 50 mm, 5 cm à 7 cm d'envergure, qui est jaune avec des traits noirs, des barres noires, d'un jaune assez vif. Et cet Alexanor, il est souvent confondu avec d'autres papillons, comme le macaon, qui est beaucoup plus fréquent, et comme le flambé, qui est de couleur un petit peu plus pâle. Et cet Alexanor, il a des bandes un peu larges, et puis ce qui le caractérise beaucoup, c'est le bout des antennes qui est blanc. Donc c'est un papillon protégé, qui a un vol puissant, qui est vraiment pas territorial, qui prospecte beaucoup pour trouver des endroits pour se reproduire. Cet Alexanor, on le trouve des Balkans jusque dans le sud-est de la France et en Grèce. Ah oui, donc il est présent. Mais en France, on ne le trouve que dans le sud-est. Il est présent dans la région méditerranéenne, mais de moins en moins. Il a tendance à se raréfier de plus en plus. Il reste encore pas mal présent dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes, où on va le trouver, il va remonter jusqu'au nord de Briançon, par la vallée de la Durance. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce papillon? On va le trouver sur des sites calcaires, chauds, secs, caillouteux, souvent en versant sud, souvent au niveau d'éboulis, et également en bordure de rivières, dans des alluvions torrentielles. Et ce papillon, il vole de la mi-juin à fin juillet. Et dans le Briançonnais, il peut encore voler début août. Ah oui. Le papillon adulte apprécie comme plante le 130 à feuilles étroites, et il va aller chercher le nectar dans ces 130 à feuilles étroites, et parfois également les chardons. Mais par contre, la femelle va pondre presque uniquement sur une seule plante, le petit cotis à feuilles de saxifrage, qui est une plante, ce qu'on appelait les ombellifères, les apiacées maintenant, la famille des carottes, vous préférez. Qui est une plante avec des feuilles assez particulières, et feuilles basales, et une plante assez haute, assez fine. Les feuilles de la tige sont très fines. C'est une plante bisannuelle qui va mettre 2 ans pour fleurir. Et c'est une plante qui apprécie les endroits instables, après des travaux, après une crue. Quand il y a des éboulis instables, elle va pousser dans ces endroits-là. Dès que le milieu commence à être colonisé par la végétation, elle s'en va. Et c'est pour ça que l'Alexanor va prospecter beaucoup, parce que quand les endroits commencent à être colonisés, il n'y a plus de petits cotis, il faut qu'ils trouvent d'autres endroits pour aller pondre. Donc c'est un papillon qui prospecte beaucoup. Alors, dans le Briançonnais, il n'est pas excessivement rare. Et déjà dans les années 1960, le professeur Réal cite le papillon Alexanor jusqu'au mur des Aides à Servières. C'était certains papillons et pas les chenilles. Et le papillon va pondre donc des œufs qui sont un peu verdâtres, qui vont devenir marrons au bout d'une semaine, l'incubation est d'une semaine, et pratiquement que sur petit cotis. Souvent, ou juste avant la floraison, en début de floraison. L'œuf va mettre une semaine pour être incubé, et il va en sortir une petite chenille, qui va faire moins de 3 mm,
qui peut être jaune, verdâtre, avec des petits points. Et cette chenille, elle va passer par 5 stades. Ah, quand même. Ouais. En 20 jours, entre 20 jours et un mois. Ah oui, donc sa vie est courte, quoi. C'est assez court. Et elle va manger les bourgeons de fleurs de petit cotis, les fleurs de petit cotis. Et puis s'il n'y a plus de fleurs, elle va consommer les fruits. Et puis quand il n'y a plus rien, elle va manger la tige. Et elle va passer d'à peu près 3 mm jusqu'à 3-4 cm en 20 jours. Ah ouais, Et il va falloir qu'elle hein. flotte pas mal, hein. Alors, elle va devoir manger pas mal pour grossir comme ça. Et après, elle va changer, elle va passer par différents stades. Et les 2 derniers stades, on a une chenille qui est blanche, avec des taches noires et des traits jaunes assez vifs, jaunes et orangés. Magnifique. 3-4 cm. Peut aller jusqu'à presque 5 cm. Et au bout, entre 22 jours et un mois, Ah, ils sont beaux, là, on a une photo. elle va s'enfermer dans une chrysalide. Alors souvent, elle va quitter son petit cotis, elle va parcourir certaines distances pour aller se mettre sous une pierre pour faire sa chrysalide. Et elle va passer l'hiver sous cette forme. Et au printemps, vers le mois de juin à peu près, c'est le papillon qui va sortir, elle va se transformer donc en papillon qui va sortir. Waouh. Et qui va pondre donc pour la femelle jusque tout à fait début août. La dernière chenille que j'ai trouvée l'an dernier, c'était le 26 août. Ah oui. Ouais. Alors donc c'est une chenille absolument magnifique. Oui, il faudra faire attention pour la préserver. Il faut la préserver, on va voir justement, parce que cette chenille... au niveau Arnica montana, en 2018, j'avais inventorié les secteurs où il y avait du petit cotis saxifrage. Et je suis retourné au mois de juillet pour voir les chenilles. Et j'ai trouvé pas mal de chenilles et j'ai déterminé 4 itinéraires à prospecter pour faire dénombrer le nombre de chenilles qu'il y avait sur ces 4 itinéraires. Alors, un au nord de Briançon, un au sud-est de Briançon, un à l'est, sur le secteur de la vallée de Servières, et dans la vallée de la Clare. Et donc j'ai prospecté méthodiquement en 2018. Et en 2018, sur ces itinéraires, j'avais trouvé 32 chenilles. Ah oui. Sur les 4 itinéraires. J'ai refait la même chose en 2023. J'ai trouvé 31 chenilles. Ah bah. Et je n'ai trouvé des chenilles que jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Pas au-dessus. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas des fluctuations de population? Et ce papillon, il est considéré comme très sensible au réchauffement climatique. Ah ben là, en ce moment, il est mal, le pauvre. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer dans le Briançonnais? Il se raréfie dans les régions méditerranéennes. S'il se réfugie en montagne, est-ce qu'il ne va pas monter en altitude avec le réchauffement climatique? Mais il ne trouvera plus autant de plantes, peut-être, qui lui correspondent. Alors, le petit cotis, est-ce qu'il va monter aussi en altitude? Donc, j'ai dit, ça vaudrait le coup quand même d'étudier un peu plus ce papillon, parce que ce papillon, il est rare. Même si dans le Briançonnais, finalement, j'ai trouvé pas mal de chenilles. Ce qui veut dire qu'on a une responsabilité de protéger ce papillon s'il va se réfugier en montagne. Ouais. Donc, j'ai mis tout un protocole au point pour refaire ces circuits, et en particulier un circuit au sud-est de Briançon, où là, le petit cotis monte jusqu'à 2000 mètres pratiquement d'altitude, et la nature des terrains peut monter encore plus haut. Donc, c'est intéressant de faire un suivi. Et en 2024, j'ai refait la même prospection sur les mêmes itinéraires avec le même protocole. 81 chenilles. Wow. Est-ce que ça fluctue? Est-ce que ça va rebaisser? Est-ce que ça va... Et en plus, j'ai dit, il faut quand même qu'on en sache un petit peu plus sur cette chenille de papillon, sur la reproduction de ce papillon. Et là, j'ai trouvé des chenilles jusqu'à 1960 mètres d'altitude. Ah oui, oui, donc c'est quel... Et d'après la littérature, j'ai pu consulter, c'est un record. Parce qu'on indique
1500 mètres d'altitude pour le papillon. Alors, ce qui est intéressant de trouver les chenilles par rapport au papillon, c'est comme on a dit tout à l'heure que le papillon, il vole beaucoup, il va très loin. S'adapte, Quand on a des chenilles, ça indique bien l'altitude de reproduction et pas uniquement de vol du papillon. Oui, donc il s'adapte, il va continuer. Donc là, je l'ai trouvé en 2024 jusqu'à 1960 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'ai refait les prospections cette année. Là, c'est pas encore terminé. J'ai encore d'autres endroits à prospecter. On va voir s'il va monter encore aussi haut cette année ou pas. Et j'ai noté l'an dernier la hauteur des petits cotis sur lesquels je trouvais les chenilles. Et j'ai trouvé que le papillon, la femelle, ne pond que sur les petits cotis qui font déjà une certaine taille, au-dessus de 50 cm de haut. Ah. J'en ai pas trouvé sur les petits cotis. Ah oui, donc elle choisit quand même, oui. Donc elle semble choisir les petits cotis. Alors peut-être que pour qu'il y ait suffisamment, qu'ils soient assez gros pour offrir suffisamment de nourriture, peut-être, hein, c'est une hypothèse. Et j'ai compté le nombre de chenilles par plan de petits cotis. Ah oui, donc, oui. Sur 81 chenilles, hein, ça fait du boulot hein, quand même. C'est un été bien occupé. Hein. Et là, donc, j'ai fait cette prospection. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait 73% qui n'avaient qu'une seule chenille sur un pied de petit cotis. Ah, donc elles sont assez solitaires. 20% deux chenilles. Et seulement 6% avec 3 chenilles sur le même pied. Oui. Ce qui veut dire que la femelle, elle va pondre très peu d'œufs sur chaque plan de petit cotis. 1, 2 ou 3. Alors, il peut y avoir une prédation, bien sûr. Oui. Mais quand même, c'est... Et pourquoi? Ben, certainement parce qu'on a vu, hein, ça a passé de 3 mm à plus de 3-4 cm pendant 20 jours. Place, il va falloir manger. Donc, si elle pond une vingtaine d'œufs sur un plan, il n'y aura pas assez de nourriture pour toutes les chenilles. Ouais. Et là, en 2025... ils sont bien faits. Je n'ai pas encore tous les résultats, mais j'ai mesuré toutes les chenilles pour pouvoir déterminer le stade. Et cette année, on aura peut-être dans une prochaine chronique le résultat, parce que j'ai pas encore fait tous les calculs. J'ai identifié les chenilles parce qu'elles restent bien sur leurs petits cotis, elles sont assez casanières, et j'ai mis des petits bouts de laine de couleur pour reconnaître les petits cotis et donc la chenille. Et j'ai mesuré tous les 3-4 jours les chenilles pour voir la vitesse de croissance. Ah, chouette. Alors, j'ai fait ça sur au moins pratiquement une vingtaine de chenilles. Ah ouais. J'ai l'impression que la température influe sur la vitesse de croissance. Ça dépend apparemment du stade également, mais là, j'ai pas encore tous les résultats. Il va falloir... Alors ça, pourquoi faire tout ça? Ben, finalement, on a dit qu'on avait une responsabilité. Pour voir leur vie, Et puis aussi donner des conseils en matière de protection. Tout ce qui les menace, tout ce qu'on peut faire pour les conserver. Puisque si ce papillon se réfugie dans nos régions, ben, il faut le préserver. Parce que ça pourrait être un centre ensuite de recolonisation pour d'autres secteurs. Il a une importance. Donc, on a une responsabilité extrêmement importante, disons, pour ce papillon. Alors, ce papillon, est-ce qu'il y a des menaces? Oui. L'élargissement des routes et des pistes de montagne, les travaux au bord des routes, des pistes, la fermeture des milieux, la fauche précoce au bord des routes. Quand on fauche trop tôt, s'il y a des chenilles, elles meurent. Elles passent avec. Elles sont fichues. Les collectionneurs aussi. C'est pour ça que là, je n'ai pas indiqué les endroits exacts où je fais les relevés. Il y a des collectionneurs, malheureusement. L'espèce est totalement protégée, mais malheureusement, il y en a qui peuvent pas le également. ramasser. L'urbanisation. Et d'ailleurs, au cours de cette étude, jamais je n'ai touché les chenilles. Et jamais je les ai prélevées, ni transplantées, ni... C'est une espèce c'est les voir évoluer dans leur endroit naturel à un instant T, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, alors quand elles sont dérangées, elles rejettent un organe jaune qui est projeté en avant, qu'on appelle l'os métérium, et qui rejette de l'acide butyrique, qui sent très mauvais, pour se protéger des prédateurs. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez peu, dans les chenilles que j'ai marquées, il y en a quelques-unes qui sont mortes, j'ai retrouvé desséchées il y a peu de temps, mais assez peu finalement, assez peu.
Donc il faut faire des préconisations. Et d'ailleurs, quand il y a des études d'incidence ou des études d'impact, on parle très rarement de l'alexandre, parce que le papillon, on le voit rarement. Au cours de mes prospections, j'ai vu beaucoup de chenilles, mais très peu le papillon. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'endroits où on fait des travaux, où il y a de l'alexandre et où les chenilles peuvent être détruites. Bah oui. Donc, en connaissant l'écologie et la biologie de l'espèce, enfin de ce papillon, on peut donner des préconisations pour essayer de le préserver. Et en particulier, quand il y a des études d'incidence dans les sites Natura, dire, là, vous allez rechercher. Si vous avez du petit cotis et si vous avez du 130, vous allez voir au mois de juillet s'il n'y a pas des chenilles d'alexandre sur le petit cotis pour détecter sa présence et donc le prendre en compte pour faire des travaux. Parce que très peu, dans les études d'incidence, j'ai très peu vu d'alexandre cités. Et les chenilles, et pourtant, elles sont présentes dans beaucoup d'endroits du Briançonnais. Alors, quelles sont les préconisations de gestion? La fauche tardive, bien sûr, au niveau des routes, les bords des pistes forestières, qui sont où il y a du petit cotis. Rechercher la présence de l'espèce dans les travaux, ce qu'on a dit, les études d'impact, les études d'incidence, site Natura 2000. Donc, savoir où chercher, parce que c'est très peu fait. Même les bureaux d'études, s'ils voient pas le papillon, si c'est pas indiqué dans les bases de données, on voit pas. On voit pas forcément. Ah, faut qu'ils recherchent, oui. Il faut chercher, voir. Là, on a du petit cotis, on a des 130. Faut y aller au mois de juillet, août, pour voir s'il n'y a pas des chenilles. Et faire une protection stricte, bien sûr, du papillon, qui est protégé par la loi, qu'on n'a pas le droit de détruire, de transporter, de vendre ou d'acheter. Oui. Donc ce papillon, il faut continuer à le travailler. Donc j'ai déterminé un circuit sur les 4 qui va être intéressant à suivre et pour voir est-ce qu'il va continuer à monter en altitude avec le réchauffement climatique ou pas. Oui, ce serait bien. Il y a des chances, mais il faut voir. Est-ce que ces populations, on a vu 30, 80, cette année, j'ai pas encore terminé l'inventaire, on va voir. Est-ce qu'elles ont des fluctuations? Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Tout cela, il faut le savoir. De façon à mieux le protéger et sauver cette espèce qui est citée comme très sensible au réchauffement climatique. Donc le travail continue et je précise quand même, ce travail est fait tout à fait bénévolement, sans aucune aide financière dédiée. Aucun financement. Oui, c'est pour essayer de protéger cette espèce qui mérite bien sûr, comme toutes les espèces, bien entendu. Protéger la biodiversité, c'est protéger l'homme également. Merci beaucoup.